Il y a 3 ans, Stéphane Aimard a réalisé le rêve de sa vie, devenir viticulteur. Mais il a choisi un endroit un peu particulier. Voilà quelques vignes Tricastin, nos voisins. Les vignes du Tricastin. Donc voilà la vigne. Voilà une de nos vignes en tout cas. Il voulait s'installer dans sa région, entre la Drôme et le Vaucluse, et vu son budget un peu serré, ce qu'il a pu s'offrir, ce sont ces quelques hectares de coteaux du Tricastin. Le prix des vignes dans le Tricastin, aujourd'hui, est encore à moitié à peu près du prix des vignes de l'appellation voisine, les Côtes-du-Rhône. Et si cette vigne est bon marché, c'est qu'elle porte le même nom qu'une centrale nucléaire, toute proche. Elle est située où, la centrale nucléaire? En face, droit devant là-bas. Vous voyez l'observatoire, vous voyez la petite butte là, c'est juste derrière. Entre Valence et Avignon, Tricastin se trouve en bordure du Rhône. C'est le plus grand site nucléaire d'Europe. Des cheminées impressionnantes. Sur près de 4 km de long, 5000 employés travaillent l'uranium, de l'enrichissement jusqu'au retraitement des déchets. Au milieu, 4 tours surmontées d'un dôme. Ce sont les fameux réacteurs de la centrale nucléaire. Et ces derniers temps, Tricastin a fait la une de l'actualité. Depuis 2 mois, à différents endroits sur le site, pas moins de 4 incidents ont eu lieu. Le plus important, c'était le 8 juillet. Une fuite accidentelle d'uranium ce matin sur le site nucléaire du Tricastin à Bolène. Ce jour-là, officiellement, on apprend que 74 kilos d'uranium sont partis dans la nature, que ce n'est pas grave, mais qu'il vaut mieux ne pas utiliser l'eau des puits. Alors quelles sont les conséquences de ces incidents? Et comment les riverains vivent-ils à proximité d'un site nucléaire? Tous les 15 jours, Stéphane Aimard livre son vin chez une caviste, Laurence Castelin. Depuis la fuite, elle doit faire face aux questions des clients. C'est là. Tu fais ton stock, tu m'envoies ce dont tu as besoin, comme ça je te ramène tout ça. Les infos par rapport à cet incident. Ça marche. Et puis voilà, ça me permet aussi de rassurer les clients. De rassurer les clients. Car la fuite d'uranium a semé le doute. Les coteaux du Tricastin seraient-ils radioactifs? Stéphane Aimard a fait analyser son vin. Les résultats sont négatifs, mais le mal est fait. Est-ce que c'est un vin qui se vend moins que les autres aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Il y a 2 mois, non. Voilà, aujourd'hui, oui. Vous ressentez de quelle façon au niveau des chiffres? Je sais pas, on doit être à 20-30% moins en Tricastin. Mais c'est surtout sur le comportement clientèle. Le comportement clientèle qui pose des questions, qui s'interroge, qui a entendu dire qui pense que... Pour tenter de faire oublier cette mauvaise image, les coteaux du Tricastin devraient prochainement être rebaptisés. La plupart des vignerons ne veulent plus du nom Tricastin. Moi, je dis que je ne veux pas avoir le même nom que le site voisin. Vous dites la même chose. J'apporte une certaine nuance. Si effectivement EDF et Areva avaient la correction de changer de nom, j'aimerais bien conserver Tricastin. Alors je ne dis pas tout à fait la même chose. Mais voilà, pour beaucoup, le site nucléaire fait aujourd'hui partie du patrimoine local. Et pas question d'y toucher. À seulement 3 km de la centrale, avec ses vieilles maisons en pierre, le village de Saint-Paul-Trois-Châteaux attire de nombreux touristes. Pour les habitants qui ont vu apparaître les premières installations de Tricastin il y a 50 ans, toute cette agitation, c'est beaucoup de bruit pour rien. Je trouve qu'on en fait beaucoup de cinéma parce que c'est le nucléaire et puis parce que ça prend des ampleurs terribles alors que bon, ça existe depuis toujours. On ne s'occupe pas de tout ce qui est chimie et choses bien plus catastrophiques, ça on n'en parle pas du tout. Bon voilà, on sait que ça existe, il faut être prudent, il faut être attentif. Il faut faire avec le temps, hein. Il faut voir avec le temps et puis c'est tout. Vous les croyez? Oui, moi je pense que ça va s'arranger, il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Hein. Pendant 25 ans, elle travaillait à Rodin. Non, il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Hein, Et je vous dis, il n'est pas on est irradié. obligé de faire avec de toute façon. Tout marche encore, hein, même à 68. S'ils sont attachés à leur centrale, c'est aussi parce qu'elle représente une manne financière. À une dizaine de kilomètres de là, la ville de Pierrelatte. Yves Lebellec est le maire de cette commune de 12 000 habitants. Pour sa ville, le nucléaire, c'est du pain béni. Ce mot nucléaire, je vous le répéterai souvent,
parce que c'est une partie intégrante de la vie de Pierrelatte. 3 habitants de Pierrelatte sur 4 travaillent directement ou indirectement pour le nucléaire. La taxe professionnelle perçue auprès des entreprises du site du Tricastin rapporte ici 5 millions d'euros par an, de quoi financer 90% des investissements de la ville. Je prends cette école construite en 61. Eh bien, elle vient d'être entièrement rénovée parce que nous avons pu réaliser les travaux souhaités et nécessaires. Et là aussi, grâce à la manne du nucléaire. Jean-Yves Lebellec est fier de nous montrer tous les équipements dont sa petite commune dispose. Il faut dire qu'ils sont assez impressionnants. Ça, c'est le stade d'honneur. Il y a combien de stades ici? Nous avons ici, sur le site, nous avons 3 stades et nous avons 4 autres à l'extérieur de la ville, répartis un peu partout, près des lycées, près des écoles. Et ce stade a été refait entièrement, l'éclairage également. Vous voyez ces enfants qui courent là, ils sont heureux, ils sont là, ils ont des moyens, plus d'équipements, plus de monde et plus de vie. Tout ça pour une ville de 10 000 habitants. Oui, je crois que nous sommes gâtés et nous en sommes très conscients. 7 stades de foot, mais aussi 7 terrains de tennis, 2 salles de cinéma et ce centre aquatique digne d'une grande métropole. Et regardez ce bassin olympique, ce petit bassin que fréquentent les enfants. Regardez là-bas la pataugeoire que vous devinez et le plongeoir. Et cherchez l'erreur. Le nucléaire. Et dans la région, même lorsque le nucléaire dérape, comme cet été, personne ne s'affole. Cette grosse bâtisse est un hôtel 3 étoiles qui se trouve à Bolène, à 5 km de la centrale. Jean-Pierre Carloni en est le propriétaire depuis 30 ans. Après l'annonce de la fuite d'uranium début juillet, la saison s'annonçait mal. Le 9 juillet, il y a 2 annulations le 10, 2 annulations le 11, 2 le 16. C'est le genre de chiffres qui sont habituels? Non. Non, surtout entre juillet et août, les gens, dès qu'ils réservent, ils sont tellement contents d'avoir une chambre parce que tout est complet. Non. Ils vous ont donné quoi comme excuse, les gens? Les 1 ou 2 annulations par jour qu'il y a eu, c'était le risque qu'on entend à la télé nous impressionne et on a peur de passer par la vallée du Rhône cette année. Mais 2 mois plus tard, le bilan n'est finalement pas si mauvais. En fait, on a fait un peu moins en juillet et un peu plus en août finalement, 2008. En réalité, ça s'est à peu près équilibré. Pas d'impact sur son activité, pas d'impact non plus, selon lui, sur sa santé. Pourtant, comme à tous les habitants de la région, les autorités lui ont fourni gratuitement des cachets d'iode à prendre en cas d'accident nucléaire. Ça en inquiéterait plus d'un, pas lui. On a, disons, pour le personnel, au cas où... Vous savez comment ça marche? Non, franchement non. Il doit y avoir l'explication à l'intérieur, combien il faut en prendre, je ne sais pas. Je sais qu'on nous a dit d'avoir ça et de le prendre au cas où, mais qu'on nous donnerait des informations complémentaires. Donc en fait, on suivra les instructions. Vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser? Non, on ne peut les utiliser que s'il y a un risque grave et s'il y a Tchernobyl numéro 2, non, mais j'y crois pas du tout. J'ai entièrement confiance à nos centrales nucléaires. Je suis persuadé aussi qu'il y a eu d'autres fuites avant et qu'ils ne l'ont pas dit. Ça vous dérange pas? Non, puisque je persiste à dire que si c'était grave, ils nous informaient, je pense. En résumé, dans la région, le nucléaire semble faire l'unanimité. Sauf que depuis cet été, les choses commencent à changer. Pascal Reynaud est agriculteur sur la plaine de Bolène. Depuis la fuite d'uranium, il ne peut plus utiliser l'eau de son forage. Elle est polluée. Ça, c'est le point d'eau qu'on se sert pour la ferme, pour remplir la sulfateuse, donner à boire aux animaux. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est de l'eau radioactive. Ah, c'est là, maintenant, elle est radioactive, je ne sais pas, mais il y a de l'uranium dedans, quoi. Entre 16 et 18 microgrammes, ça dépend les jours, quoi. Entre 16 et 18, quoi. 16 microgrammes par litre, c'est 8 fois plus que la normale dans la région. Finalement, peut-être qu'en manipulant cette eau, ça empoisonne à petit feu, quoi. C'est l'eau qui arrive, ça. C'est l'eau de la mairie, ouais. Après l'incident, la mairie de Bolène a fait livrer de l'eau potable aux riverains touchés par la pollution. 2 mois après la fuite, ils sont encore 3 à bénéficier de ce service gratuit.
C'est de l'eau non contaminée. Pascal Reynaud s'en sert notamment pour donner à boire à son cheval. Moi, je suis toujours à 17 et quelques, 17,6 encore. Ah ouais. Il faudrait qu'il vienne nous refaire un forage qu'on ait de l'eau propre. Là, lundi, on va pas faire ce cinéma pendant 20 ans, quoi. Depuis son arrivée sur la plaine il y a 15 ans, Pascal Reynaud ne s'était jamais inquiété du voisinage du site nucléaire. Vous voyez, on peut la voir de là. On n'a pas besoin de prendre les longues vues. Hein. Mais le 8 juillet dernier, le doute s'est installé. Des incidents comme ça, il ne devrait pas y en avoir, quoi, puis c'est tout. Quoi. Parce que bon, si on prend les faits réels, on a laissé déborder nos cuves quoi, en 2008. Quoi. Ça paraît hallucinant. Quoi. Ou c'est les hommes qui ne sont pas compétents, ou c'est le matériel qui n'est pas adapté, mais il y a un problème. Quoi. Ils ne fabriquent pas des bonbons, quoi, je veux dire. Donc, Du côté d'Areva, l'entreprise qui gère les usines d'enrichissement et de retraitement de l'uranium, là où a eu lieu la fuite, les responsables relativisent. Pour Hugues Blacher, le directeur du site, les médias en ont un peu trop fait et surtout ils ont tout mélangé. Je pense qu'il y a eu une confusion dès le départ entre la centrale nucléaire et les usines d'Areva. Et quand premier titre dans les journaux, fuite d'uranium, fuite radioactive dans une centrale nucléaire, forcément c'est un événement extraordinairement grave. Et bien sûr, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Hein. Hugues Blacher nous conduit à la Socatrie, la société qui s'occupe du traitement des effluents radioactifs, autrement dit des eaux usées du site, chargées d'uranium. Nous demandons à voir l'installation qui a posé problème. On ne peut pas vous emmener à l'intérieur de la station, elle est fermée, elle fait l'objet d'expertise et pour l'instant personne ne rentre dans cette station. C'est cette cuve, vieille d'une trentaine d'années, qui a débordé dans la nuit du 7 au 8 juillet. Pour mieux comprendre comment a eu lieu cette fuite d'uranium, le directeur nous conduit dans la nouvelle station de traitement des effluents, qui se trouve à quelques mètres. Vous aviez une cuve A qui devait être transférée dans une cuve B. Et une cuve C était sur le circuit de transfert. La vanne de la cuve C était ouverte alors que réputée fermée. Lorsqu'on a fait le transvasement, les effluents de la cuve A et de la cuve C sont rentrés dans la cuve B. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, cette cuve a débordé. Le débordement arrive dans ce bac de rétention et une alarme se déclenche. On appelle l'équipe d'astreinte, on revient et on commence à voir de l'eau qui monte dans la rétention. On se dit, bon, finalement, j'ai une cuve qui est en train de déborder, j'arrête bien sûr mon déversement. Puis, on revient et on ne retrouve plus rien dans la rétention. Et s'il n'y a plus rien, c'est que le bac n'est pas étanche, il est fissuré. Mais selon la direction, les techniciens ne pensent pas à cette hypothèse. Et étonnamment, ils redémarrent le transvasement. Le bac de rétention finit par céder. 74 kg d'uranium s'infiltrent d'abord dans le sol, puis finissent dans un ruisseau. Pour Pascal Reynaud, les autorités et les responsables du site ne disent pas tout. Pourquoi son eau reste-t-elle polluée 2 mois après la fuite? Il n'a aucune réponse. Et sa dernière conversation avec une employée de la Socatrie, l'entreprise où a eu lieu la fuite, ne l'a pas rassuré. Elle m'a dit que ce n'était pas leur uranium qui était dans la nappe. Bon, je la crois, hein, elle me le dit. Donc si ce n'est pas le sien, à qui il est, quoi. C'est pas le mien. Hein. Je ne vais pas en chercher en Iran tous les matins pour... non, c'est pas le mien. Et après, elle m'a demandé si je la buvais quand même. Parce qu'elle m'a dit, vous, de toute façon, vous ne l'avez jamais bu. Ah, je dis non. Et donc, c'est un peu inquiétant comme question, quoi. S'il est inquiet, c'est aussi parce que 2 jours après la fuite, la CRIRAD, une commission indépendante de chercheurs sur la radioactivité, a trouvé à la sortie du site les traces d'un autre type d'uranium. D'où vient-il? Depuis quand la nappe phréatique est-elle polluée? Pour le responsable d'Areva, l'origine de cet uranium reste également une énigme. Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'incident et la nappe. Aujourd'hui, la nappe, elle est polluée. Elle est polluée de façon antérieure à l'incident du 7 au 8 juillet. La nappe est marquée. Elle n'est pas polluée, elle est marquée par des points singuliers en uranium. Nous ne sommes pas... c'est de l'uranium naturel et il n'est pas évident que cet uranium vienne de la Socatrie. Il viendrait d'où alors? Aucune idée, je ne suis pas hydrogéologue. Aujourd'hui, l'affaire est devant la justice. Un expert a été nommé par le tribunal de Carpentras pour savoir d'où vient cette pollution.
et la confiance se fissure chez quelques habitants de la région. Pascal Reynaud a porté plainte pour mise en danger d'autrui. Ses voisins aussi. Ce sont les plus proches riverains du site nucléaire. Tu feras quoi si dans 2 ans c'est toujours à 17, 18 microgrammes? Ça veut dire quoi? Qu'ils ne maîtrisent plus rien. Voilà. Et après il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est parti de 14 les premiers jours. Oui, ça reste haut. Jusqu'ici, aucun d'entre eux n'avait jamais mis en doute les responsables de l'industrie nucléaire. Je me suis jamais posé la question, mais jamais. Ah oui, non. Même des amis qui m'ont taquiné en me disant bah, t'as des libellules rouges, tu es radioactif. Moi, je me suis toujours. On a toujours ri, hein. On a la rigolade, là. Ça fait 20 ans que j'ai acheté ici et ça fait 20 ans que je suis naïf. Et, Vous n'êtes jamais posé de questions? Absolument pas. Je suis tombé les nues quand on a dit il y a une fuite, la nappe est polluée. On dit attendez, c'est pas possible, on ne pollue pas une nappe comme ça. C'est vrai qu'on est passé d'une extrémité, on va dire, à l'autre, quoi. Hein. Il y a 30 ans, on nous disait zéro rejet, on ne rejette rien. Et aujourd'hui, on nous explique qu'on a balancé 70 kg d'uranium dans la nappe et c'est rien. Effectivement, ça c'est choquant. Et c'est là qu'on se dit que finalement, ça fait 30 ans qu'on nous ment, quoi. Pour ces riverains, la solution la plus évidente serait de déménager. La plus évidente, mais pas la plus simple. Jean Truchet devait vendre sa maison. C'était avant la fuite d'uranium. J'avais trouvé un client à ce prix-là, 600 000 €. On devait signer un compromis début août. Quand il a vu ça, il s'est désisté. Il m'a appelé, il m'a dit non, je m'excuse, je peux pas acheter dans des conditions comme ça. On parle de Tricastin tous les jours. Il m'a dit non. Mais c'est invendable. C'est invendable. Comment il n'y a personne qui va non, personne ne va mettre 600 000 € dans la plaine ici pour acheter une maison à côté de la centrale. C'est invendable. Non, c'est fini. Ah ben je sais que maintenant, on ne pourra plus vendre notre maison, c'est clair, quoi. Je pense qu'on restera là jusqu'à la fin de nos jours. Mais si Jean et ses amis qui habitent juste au-dessus de la nappe polluée sont inquiets, ce n'est pas le cas dans le reste de la région. Selon les agences immobilières que nous avons contactées, les événements de cet été n'auraient eu aucune incidence sur le marché. Il faut dire que les responsables locaux du nucléaire savent y faire pour mettre la population en confiance. Ce soir-là, à la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est le conseil municipal de la rentrée. Bonjour. Allez vous faire, vous ne serez pas mouillé ici. Bon. Pour l'occasion, le maire reçoit un invité exceptionnel. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le conseil municipal, mais avant de l'ouvrir, je vous propose de donner la parole à Monsieur Blacher. Donc bonjour, merci Monsieur le maire de m'avoir invité et d'avoir permis à Areva d'expliquer, de faire un point sur la situation à la fin de cet été. Devant les élus et une petite quinzaine d'administrés qui se sont déplacés pour l'occasion, Hugues Blacher fait son exposé puis se prête au jeu des questions-réponses, des questions pas très embarrassantes. Ont emprunté une canalisation d'eau pluviale, lequel s'est déversé dans la Gaffinière. De quel type d'uranium il s'agit? Il s'agit d'uranium naturel. Ça, c'est très clair. On n'est pas très rassurés. Je suis là pour ça. Cette cascade d'incidents permanents qu'on a depuis 2 mois, moi, commence à m'inquiéter. Hein. J'ai confiance avec les gens avec qui j'ai été ici, on m'a mis en confiance, j'habite en face de la centrale, mais moi, je pense qu'il y a quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. On est plus précautionneux que d'habitude, mais l'incident peut arriver. Au bout de 30 minutes, le maire, qui semble convaincu, clôt l'exercice. Et merci Monsieur Blacher pour vos bonnes explications. Le représentant d'Areva a même droit à des applaudissements. Vous êtes surpris par le manque de curiosité des habitants? Non, pas du tout. Ça reflète exactement ce que je vis depuis l'incident de Socaterie. Comme je le dis à tous les gens qui me posent la question, il y a peu de gens du Tricastin qui nous interviewent sur les incidents. Il y a une confiance dans l'énergie nucléaire en Tricastin. Cette confiance, pourtant, certains l'ont perdue. À quelques kilomètres du site vit la famille d'Alain Escriva, sa veuve et son père notamment. Cet ouvrier est décédé il y a 2 ans d'un cancer du foie et du pancréas. Il avait travaillé pendant 30 ans sur le site nucléaire de Marcoule, à 40 km du Tricastin. Il avait subi 2 contaminations, en 1986 et en 1996. Sa famille ne l'a su qu'après sa mort. En étant sur le site de Marcoule, il était naturellement en contact avec l'uranium, puisque c'est sa principale fonction de l'usine. Et au vu du dossier médical que nous avons réussi à obtenir en portant plainte auprès du procureur parce qu'il était impossible de l'avoir, nous nous sommes rendus compte qu'il avait été irradié plusieurs années de suite et qu'il avait subi 2 contaminations nécessitant son passage au bloc de décontamination.
Vous ne saviez pas qu'il avait été contaminé? Bah, je ne savais rien, honnêtement, parce que moi, je l'aurais fait arrêter de travailler. Moi, il aurait changé de travail. Mon mari, je l'aurais jamais laissé là-bas. Pourquoi est-ce qu'il ne vous l'avait pas dit? Parce qu'il ne le savait pas lui-même. Il ne connaissait pas les taux. Le médecin ne le dit pas. Ou dans apte ou inapte. Alain Escriva travaillait en zone contaminée, une zone où il faut être équipé de protection et qui oblige à faire une visite médicale tous les 6 mois. Il a toujours été jugé apte. Pourtant, dans ses analyses, un élément aurait pu alerter le médecin du travail, son taux de gamma-GT, un taux qui augmente, entre autres, en cas d'irradiation. Qui commence en 91 à 8, qui passe en l'espace de 4 mois à 40, qui, le mois suivant, est à 55, ça repasse à 62, pas d'analyse. Ça monte à 101, de nouveau pas d'analyse. Et c'était en 96. Et en 97, à 109, elle a commencé à s'inquiéter en disant ça commence à monter un peu trop. Au-dessus de quel taux il faut s'inquiéter? Le taux normal, c'est entre 6 et 12. Lorsque le médecin s'est bien décidé à l'envoyer, ils étaient déjà à 109. Ce qui fait du 1400% d'augmentation. Pendant 6 ans, face à cette hausse du taux de gamma-GT, 2 médecins du travail soupçonnent Alain Escriva d'être alcoolique. À tort, autant d'années de perdu pour le traitement de sa maladie. Si elle l'avait pris au sérieux dès le début, moi je l'aurais amené faire des radios et tout. Une pancréatite, ça se soigne. Vous enlevez la tête du pancréas et vous vous injectez de l'insuline et vous vivez. Vous vous imaginez, mon mari pourrait vivre? Et là, maintenant, il est au cimetière. Ils ont laissé des orphelins. Il avait 53 ans, mon mari. Alors qu'il avait la rage de vivre. Fait exceptionnel, la justice a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Alstom-Cegelec, la tenant pour responsable de sa mort. Mais au-delà de ce cas individuel, aucune enquête publique n'a jamais été menée en France sur les risques sanitaires encourus par les riverains des centrales. Et en attendant, chez la plupart d'entre eux, comme le maire de Pierrelatte, la confiance est inébranlable. Vous savez aujourd'hui qu'il y a quand même toujours une nappe phréatique qui est polluée. Nous savons que toute activité humaine génère des difficultés, génère des dangers. Oui, à nous peut-être. On les accepte. Il ne faut pas certains jours se réjouir de construire une piscine, de voir GB2 s'installer sur sa commune et le lendemain de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir prendre des risques également. Mais ce sont des risques mesurés parce que nous avons confiance.